Bonjour, je suis Max Chauvineau. Et je suis Timo Masson et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers des comics. Alors comme toutes les 2 semaines, nous allons vous parler aujourd'hui de 4 sujets. Nous commencerons avec deux sujets d'actualité. Premièrement, nous parlerons de la récente annonce d'une série Disney Plus sur Nick Fury. Et de là, nous évoquerons de potentielles futures séries qui pourraient voir le jour sur la plateforme. Alors préparez-vous à faire le plein de spéculations avisées. Et deuxièmement, nous aborderons un autre sujet d'actualité, vu que nous passerons à une news équivalente chez le concurrent de Marvel, à savoir DC, vu que nous avons appris récemment la commande d'une série spin-off Peacemaker du film de Suicide Squad. Du coup, nous évoquerons ainsi les possibilités de séries spin-off pour les films déjà annoncés du line-up de DC. Ensuite, nous parlerons de deux sujets que nous avons spécialement choisis pour vous. Tout d'abord, terminé il y a 1 mois et demi et mis à l'honneur dans notre épisode qu'il ne fallait pas rater, nous vous parlerons de la série Agents of Shield et en quoi celle-ci est la meilleure série de Marvel Television. Rien que ça. Enfin, nous avons aussi envie de parler d'un artiste que nous apprécions tous les deux particulièrement, à savoir Alex Ross. Nous évoquerons ainsi sa carrière et ses œuvres les plus marquantes. Mais commençons tout de suite, la nouvelle est tombée la semaine passée, Disney Plus accueillera une 9e série du Marvel Cinematic Universe prochainement. Après The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye, What If, She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight, Disney Plus sortira une série Nick Fury avec, bien évidemment, Samuel L. Jackson de retour dans le rôle de l'ex-directeur du Shield. Le nombre de séries ne semble pas s'arrêter et être une part importante des projets de Marvel Studios à l'avenir. S'il devait y avoir encore d'autres séries mettant en vedette des personnages vus dans les films comme Nick Fury, quelles pourraient être ces séries selon toi, Thio? En fait, l'avantage, c'est qu'avec le Marvel Cinematic Universe, on a un univers qui est tellement dense et on a tellement de personnages secondaires qui, en fait, ont ce statut de personnages secondaires, mais qui sont pourtant assez importants et qui sont apparus dans plusieurs films, qu'il y a au final beaucoup de possibilités, hein. On le voit déjà rien qu'avec les personnages qui auront leur série, tels que Scarlet Witch, Falcon, Loki ou même Hawkeye. Alors, honnêtement, je pensais jamais qu'une série Nick Fury, pourrait voir le jour. Bah, déjà parce que Samuel L. Jackson, fait rarement des séries. Mais ici, voilà, maintenant, on sait que cette série Nick Fury va voir le jour. On peut se dire que, du coup, que tout est possible en termes de séries. Donc ça nous donne la possibilité de spéculer sur à peu près tout et n'importe quoi. Et moi, la première direction que je prendrais en disant: «Bah, tiens, on pourrait voir d'autres séries sur des personnages secondaires comme ça», pourquoi pas aller directement dans l'espace avec la franchise Guardians of the Galaxy. Moi, ça me plairait beaucoup d'avoir une série, Rocket and Groot, où on verrait par exemple l'origine de Rocket, comment il est devenu Rocket et comment ils se sont rencontrés avec Groot. Peut-être que Groot n'était pas encore adulte à ce moment-là. Voilà, ça pourrait voir la genèse de ce duo-là. Ou alors pour rester dans l'espace, pourquoi pas une série Ravagers où on verrait les premières aventures de Yondu, où on le verrait peut-être intervenir avec Staka Ogor, comme on voit incarné par Sylvester Stallone dans les films. Donc ça pourrait permettre de creuser un petit peu cet aspect-là. Et sinon sur Terre, pourquoi pas une série Ant-Man and the Wasp, mais qui se situerait dans le passé, donc forcément pas avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, mais où on verrait, les Ant-Man et Wasp, qui étaient parmi les premiers super-héros, sous la surveillance du Shield. Ou alors, bah, si on part, plutôt du côté de Asgard, vu on l'a teasé quand même dans Thor Ragnarok, ce serait chouette de voir l'histoire des Valkyries. Alors c'est sûr, mais du coup, si on part sur des nouveaux personnages qu'on n'a encore jamais vus dans les films, à l'instar par exemple de Moon Knight, de Miss Marvel ou de She-Hulk, selon toi, tu voudrais proposer qui comme pour une série? Bah, l'avantage, c'est qu'on peut proposer, que du lourd, en fait. Donc c'est ça permet vraiment de partir dans toutes les directions. Alors, on parle beaucoup d'une série Young Avengers. Je pense qu'honnêtement, c'est en développement et ça a le plus potentiel d'une série que d'un film, selon moi, surtout avec, Miss Marvel qui arrive. On parle de Miss America, on parle des jumeaux Scarlet Witch, donc ça et de Kate Bishop dans la série Hawkeye, donc une série Young Avengers qui pourrait être la culmination de toutes ces mini-séries. Sinon, dans l'espace, on pourrait aller carrément au 30e siècle ou avec un personnage qui vient du 30e siècle, notamment avec un des gardiens de la galaxie originaux, à savoir Vance Astro. Je sais pas si tu connais Vance Astro, mais moi je Ça me trouve que dit rien. c'est un personnage qui est super intéressant. En fait, c'est un personnage qui vient donc du futur, qui se retrouve dans la période actuelle,
Mais en fait, ce qui en fait un personnage particulier et qui fait écho à la fois à l'espace et à la Terre, c'est qu'il est armé d'une relique qu'il a trouvée dans le futur. Et cette relique, c'est le bouclier de Captain America. Donc on a un alien avec le bouclier de Captain America. Donc voilà, ça peut être vachement cool. Ouais, Sinon, c'est vrai. alors sinon, on peut piocher dans les franchises qui sont récemment retournées chez Marvel, évidemment, hein. Donc, alors, si je devais prendre un mutant qui aurait sa propre série, je dirais que Wolverine pourrait être donné bien en série. Ça éviterait d'avoir encore à nouveau un film Wolverine. Puis ça permettrait de creuser un peu plus dans sa personnalité. Ou alors, pourquoi pas des séries antagonistes, enfin 2 séries en parallèle, une sur une série Xavier et une série Magneto, où on verrait les origines des 2 personnages. Ça pourrait être au sein du MCU, ça pourrait être une manière de les introduire. Ou alors, carrément une série Doctor Doom. Voilà, ben, si on veut une série sur un méchant, pourquoi pas utiliser Doctor Doom? Alors, c'est sûr qu'une série sur Wolverine, je suis totalement d'accord, mais reste à savoir qui pourra reprendre le flambeau après les magnifiques performances de Hugh Jackman pendant quasiment 2 décennies. C'est vrai que c'est compliqué à reprendre le flambeau. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec tout ça, Marvel a de quoi faire pour créer des nouvelles séries pendant un bon bout de temps. Du coup, on a parlé des séries Marvel sur Disney+, on va maintenant passer à la concurrence. Alors DC, annonce de plus en plus de séries sur la plateforme HBO Max. On pense à Justice League Dark, on pense à Green Lantern, mais on pense aussi à une série spin-off récemment annoncée de Batman, Gotham PD. Et la semaine passée, il y a eu aussi l'annonce d'une série Peacemaker qui sera dérivée du film de Suicide Squad par James Gunn. Et donc, celle-ci aura aussi droit à sa propre série sur HBO Max. Du coup, Max, cela fait déjà 2 films futurs qui ont droit à une série spin-off. Si chacun des films d'ici à venir devait avoir sa série spin-off, qu'est-ce que cela pourrait être? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les personnages intéressants qui manquent lorsqu'on envisage des aventures solo chez DC. Si on prend tout d'abord les films qui sont déjà sortis, on pourrait imaginer une série spin-off avec des héros comme Captain Boomerang, dérivé de la première Suicide Squad, mais aussi la Shazam Family, ou encore des séries sur les différents membres des Birds of Prey, à savoir Huntress ou Black Canary. Tout ça, bien évidemment, sans se centrer sur Harley Quinn, puis qui a déjà eu son film solo et qui a déjà apparu dans Suicide Squad. Après, si on passe côté méchant, je verrais bien une série sur Ares, le dieu de la guerre, qui a été défait par Wonder Woman dans le premier film, ou même Luthor. Une série sur Luthor, moi ça m'intéresserait vachement. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, je regarderai. Mhm. Maintenant, avec les films à venir, de nombreux personnages vont apparaître dans l'univers. Aussi, on pourrait avoir des séries qui se concentreraient sur des personnages tels que Hawkman, qui a été annoncé récemment dans Black Adam, Dr. Fate, qui sera aussi dans Black Adam, Black Manta, qui a été défait dans Aquaman récemment, et Cheetah, qui sera l'une des adversaires de Wonder Woman dans le prochain film. Bref, le choix est vaste. Alors, clairement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les sources d'inspiration sont nombreuses, comme tu l'as dit. Les studios ont de quoi faire durer le plaisir pour quelques années. Mais dis-moi, Max, tu aimerais voir une série sur quel personnage, toi, exactement? C'est quoi, pour toi, le must qu'il devrait y avoir sur HBO Max? Eh ben écoute, pour moi, je crois que j'aimerais beaucoup une série sur Hawkman, voire Hawkman et Hawkgirl, bien évidemment. Mais je crois que si je devais arrêter un choix, ce serait une série sur Dr. Fate, parce que c'est un personnage qui est pas assez exploité, je trouve, et c'est un personnage génial. Et toi? Ben c'est vrai que, en fait, moi, je les regrouperais tous. Je me dis, si on voit la Justice Society dans Black Adam, ce serait bien d'avoir une série qui les introduit ou qui suit un peu leurs aventures. Et sinon, dérivé du film Flash, vu qu'on va parler d'univers alternatif, et cetera, je me dis pourquoi pas un film sur l'univers alternatif qu'il pourrait y avoir avec Jeffrey Dean Morgan en Thomas Wayne, enfin l'univers Flashpoint. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait vraiment un peu creuser plus, quelque chose qu'on ne verrait peut-être pas, trop en profondeur non plus s'il y a plusieurs univers alternatifs. Et maintenant, nous allons passer au premier sujet spécialement choisi, à savoir le sujet sur Agents of Shield. La semaine passée, nous avions présenté le dernier épisode de la série Agents of Shield, qui était, selon nous, l'épisode qu'il ne fallait pas rater en août. Maintenant que la série est finie après 7 saisons, Timo, tu voulais nous parler de la série, car selon toi, c'est la meilleure série de Marvel Television. Pourquoi ça?
Bah, déjà parce que c'est mon avis, mais sinon plus sérieusement, c'est l'une des seules séries qui se dit être du Marvel Cinematic Universe et qui est réellement connectée au Marvel Cinematic Universe. Donc vu qu'on a certaines séries qui, bah, se disent être dans l'univers, mais au final, ont juste quelques références, je pense à Daredevil, Jessica Jones, je ne nie pas que ce sont pas de bonnes séries, mais je les considère pas vraiment dans le MCU parce qu'il y a pas vraiment de connexion avec les films à part deux trois références. Il y en a d'autres où c'est même carrément pire. Elles profitent du nom de la franchise en disant qu'elles sont dans le MCU, mais on a zéro référence comme, Cloak and Dagger ou même Inhumans qui pourtant, ne respectent même pas la mythologie des Inhumains qui a été introduite dans une autre série, à savoir Agents of Shield et donc du coup Agents of Shield, beh, c'est justement, la plus connectée dans le sens où il y a véritablement cette notion d'interconnectivité avec les films. Il y a vraiment des événements qui se passent dans les films qui auront un réel impact sur la série ou vice versa. Je pense directement à Captain America: The Winter Soldier qui, pour rappel, le gros événement, c'est quand même la chute du Shield. Donc c'est quand même bien de savoir qu'on a une série Agents of Shield qui va, prendre cet événement-là et qui aura une véritable conséquence. Ou alors, par exemple, dans Age of Ultron, on va savoir comment Nick Fury a pu récupérer un héliporteur. Donc ça, c'est assez chouette. La série Agents of Shield, en fait, fait un peu office de ce qu'on appelle tie-in dans les comics. Donc c'est une histoire pas vraiment essentielle pour comprendre les films, mais qui ajoute, une certaine substance pour pouvoir, bah, comprendre quelques petits points ou, des détails en plus, ou si on aime bien les personnages un peu plus secondaires de l'univers. Ok, donc Agents of Shield, selon toi, c'est la plus connectée. Et tant qu'on est dans les superlatifs, elle est aussi la plus longue des séries de Marvel Television. Faut le savoir. De plus, contrairement à des séries comme Iron Fist, Cloak and Dagger ou Inhumans qui ont connu une annulation assez abrupte, Shield a eu le luxe de pouvoir planifier sa fin, ce qui n'est pas le luxe effectivement de la plupart des séries Marvel, notamment les séries Marvel sur Netflix. Mais après cette saison, n'y a-t-il pas un moment où la série a un peu tiré en longueur, c'est un peu essoufflé? Ben justement non, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle fut longue, mais elle fut aussi variée, heu, dans le sens où elle a vraiment des très bons scénaristes et je dis pas ça juste parce que j'aime bien. C'est vraiment une des séries qui va oser aller vite dans son intrigue, contrairement à d'autres séries, même en dehors de Marvel, où on va tirer en longueur pour tenir 22 épisodes et ici, on va avoir des nouvelles choses qui sont introduites à chaque fois. Marvel va pouvoir, d'ailleurs, Marvel's Agents of Shield, pardon, va pouvoir utiliser des éléments de Marvel qu'on n'aurait pas cru voir dans une série, comme les Inhumains, quand même, c'est quand même un sacré nombre de personnages. Tout ce qui est LMD, tout ce qui est les Secret Warriors également. Et alors, au-delà des nouveaux éléments qui sont apportés et de l'intrigue qui va relativement vite, du moins qui ne traîne pas, on a un format qui change aussi en cette saison, donc ça, c'est l'avantage. On a d'ailleurs, par exemple, les 2 dernières saisons qui, au lieu d'avoir 22 épisodes diffusés sur un traditionnel septembre-mai, on a, 2 saisons qui sont ici plus courtes avec 13 épisodes et diffusées en été. Donc ça change un petit peu, ça permet d'avoir, une intrigue plus courte, et cetera. Et alors ou alors encore, par exemple, la saison 4 de la série qui fut même divisée en 3 parties. C'était comme si on avait 3 mini-séries centrées sur respectivement Ghost Rider, les LMD et puis un monde alternatif, Agents of Hydra. Ok, donc l'intrigue a effectivement pas mal évolué, avec un format, un style qui ont changé au fil des saisons, au fil des ans. Mais on remarque qu'avec Simons, Fitz, May, Daisy et évidemment Coulson, on a quasiment les mêmes personnages depuis la première saison. Tu penses pas que ça rend les choses un peu monotones? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on s'attache et les personnages ont beaucoup évolué. Donc ce sont des personnages qui sont écrits de manière très attachante et en plus avec des acteurs qui les incarnent très bien. Je vais vous prendre juste 2 exemples parce que sinon on va pouvoir durer 2 heures là-dessus et le premier exemple, ça va être Daisy Johnson. Donc le personnage de Daisy Johnson, à la base, au tout début de la série, elle était surnommée Sky. C'était juste une consultante, une hackeuse qui était engagée comme consultante dans l'équipe de Phil Coulson et au fil du temps, elle va commencer à apprendre à être, une agent de terrain, elle va devenir une agent du Shield et puis il va y arriver un accident, elle va devenir une inhumaine, donc c'est quand même un gros changement de statu quo pour le personnage. Elle va découvrir son véritable nom, qu'elle s'appelle Daisy Johnson et alors au final, elle va même devenir, quasiment l'un des agents les plus importants du Shield et de la série.
sous le nom de super-héros Quake. Alors l'autre exemple évident, c'est aussi celui du personnage principal, Phil Coulson. Déjà, il revient en début de série. Bah, je vais pas vous spoiler, le comment il est de retour parce qu'il est mort dans The Avengers, hein, quand même, pour rappel. Mais donc il est un simple agent auquel on donne une nouvelle équipe et au final, bah, il se retrouve propulsé comme directeur du Shield. Puis à un moment, il l'est plus, puis il reprend un peu de force lorsque l'organisation est à nouveau infiltrée. Donc il y a plein de péripéties et bon, voilà, à un moment, il n'est plus malheureusement, voilà, parce qu'au fil du temps, il faut quand même aussi un peu secouer l'intrigue. Et pourtant, on va quand même continuer à voir Coulson de manière différente dans les 2 dernières saisons, vu qu'on va avoir une version alternative, du personnage et puis après on va avoir un LMD, donc un robot avec une intelligence artificielle qui a tous les souvenirs et toute la façon de penser de Phil Coulson. Donc on a vraiment aussi le personnage qui évolue beaucoup en cette saison et beaucoup plus que dans pas mal de séries, je trouve. Ok, donc tu sembles vraiment conquis par cette série, mais au final, y a-t-il une saison que tu as préférée? Ben, je pense que celle que j'ai préférée, mine de rien, je dirais que c'était la troisième saison, parce que c'était vraiment le début des Inhumains et le fait qu'ils lançaient l'équipe des Secret Warriors, menée par Daisy Johnson, où on avait vraiment une équipe d'Inhumains qui était, au sein des agents du Shield. Donc ça apportait vraiment ce côté super héroïque et toute la mythologie des Inhumains. Je crois que c'est l'une des saisons sur lesquelles je me suis le plus amusé à regarder. Maintenant, c'est vraiment si je dois en choisir une préférée parce que, je me suis pas ennuyé, d'un épisode du début à la fin, donc. D'accord, ok. Moi, quant à moi, je ne peux pas vous donner ma saison préférée puisque je n'ai pas regardé cette série. Les seuls extraits que j'ai regardés sur Absorbing Man, je crois, c'est son nom. J'ai trouvé que le personnage était bien traité et notamment les pouvoirs étaient très intelligemment mis en lumière. Bref, c'est la seule chose que je connais sur cette série. Par contre, là où je connais plein de choses, c'est sur le deuxième sujet du sujet spécialement choisi, à savoir Alex Ross. Donc nous allons effectivement conclure le podcast d'aujourd'hui en discutant de cet artiste que nous admirons tous les 2, hein, il faut le dire parce que moi aussi je l'aime bien. Heu, c'est Je n'en donc doute pas, Timo. donc Alex Ross, on va en parler. Mais qui est Alex Ross? Hein? Qui est Alex Ross? Eh Dis-nous, ben, eh ben, si écoute, je vais te le dire, je vais te le dire. Alex Ross est un dessinateur américain qui est né en 1970, c'est-à-dire que si vous faites le calcul rapidement, il a 50 ans cette année. Il a marqué durablement le monde des comics depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que ses dessins, ses œuvres sont reconnaissables entre mille, car c'est un des rares dessinateurs qui utilise la technique du photoréalisme de grande qualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir des héros on a pris une photo de nos héros dans la vraie vie. Et du coup, c'est vrai que comme ils nous apparaissent vraiment, vraiment réels, on peut presque les imaginer déambuler dans notre monde. Donc c'est vrai que ça nous donne une autre vision des comics. Ça porte le comics sur une autre dimension, un autre niveau, beaucoup plus réel. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, par rapport à sa carrière, il faut savoir qu'il a été repéré avec son travail sur Marvels, qui a été édité chez Marvels Comics, où il travaillait avec Kurt Busiek au scénario. Et ensuite, il a fait une mini-série avec Mark Waid qui s'appelle Kingdom Come et qui va lui permettre de remporter un énorme succès et de le propulser comme l'un des meilleurs dessinateurs de comics. Alors, peut-être que Kingdom Come, vous l'avez pas lu, mais vous avez forcément vu passer une illustration de la Justice League version photoréaliste. Enfin, je pense que quoi qu'il en soit, vous avez déjà vu un dessin de Alex Ross, c'est sûr et certain. Après, entre les années 90 et 2000, Ross, il a été engagé pour peindre pas mal de comics au format tabloïd afin de célébrer les 60 ans des personnages de DC Comics tels que Batman, Superman, Wonder Woman et Shazam. Ou à l'époque, c'était Captain Marvel, avant qu'ils doivent changer de nom. Et du coup, il a travaillé là-dessus, il a travaillé aussi sur d'autres œuvres de la JLA, et c'est tout son travail en fait autour de DC et de Marvel qui va le rendre extrêmement connu et très apprécié par les fans. Oui, c'est vrai qu'Alex Ross, c'est à la fois un succès auprès des fans, un succès commercial, mais c'est vrai que c'est un succès critique aussi. Tu as parlé de Kingdom Come, déjà rien que cette œuvre a obtenu un Eisner Award et Alex Ross en a eu aussi quelques-uns, hein.
Ah oui, oui, c'est clair. Donc il a obtenu effectivement pour Kingdom Come le Eisner Awards de la meilleure mini-série et du meilleur artiste. Mais il a également gagné un Eisner pour son travail sur Marvels, un autre sur son travail sur Astro City. Au total, au cours de sa carrière, c'est pas moins quand même de 13 prix Eisner remportés et 10 prix Harvey. Donc c'est quand même un sacré artiste. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, au niveau des Eisner Awards, Alex Ross, c'est l'un des seuls artistes à avoir gagné quasiment 5 prix à la fois comme artiste d'intérieur, donc pour l'intérieur d'un comics, et comme artiste de couverture. Donc, c'est vraiment à souligner aussi. Un artiste complet, au-delà d'être un artiste connu. Et donc, du coup, pour ta part, Max, comment tu as découvert Alex Ross et qu'est-ce que tu as préféré comme œuvre de sa part? Alors moi du coup Alex Ross, j'ai découvert à travers la couverture de Kingdom Come, et plus précisément à l'une des illustrations qui est dans le livre où, on voit, la Justice League alignée, tous, tous, mis en rang comme pour prendre une photo et j'ai trouvé cette œuvre vraiment, sublime parce qu'on avait c'était enfin le j'avais rarement rencontré d'artistes qui utilisent le photoréalisme dans le comics et j'ai trouvé ça, bah, vraiment novateur et limite vraiment enfin j'étais crédule en me disant: «Ouais, on pourrait avoir des héros comme ça dans la vraie vie, quoi». Donc c'est vrai que ça je dirais Kingdom Come. Et toi? Moi, je l'ai découvert sur Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross donc et il a f là-dessus, il a fait aussi comme dans Kingdom Come, la couverture et l'intérieur et je me souviens, j'ai ouvert ce comics et j'ai dès la première page, j'étais waouh! Parce que faut savoir que ce comics-là, il commence avec une image, de la Torche Humaine qui est complètement enflammée et c'est tellement réaliste la variété des flammes et l'évolution en fonction des parties du corps et cetera. C'était tellement ouf, je suis resté vraiment bloqué pendant 10 minutes dessus en me disant: «Waouh!» et tout le comics c'est comme ça, donc c'est vraiment, vu qu'en plus on est dans un comics qui veut aborder l'aspect, réel, du monde Marvel en prenant le point de vue d'un journaliste par rapport aux super-héros, bah, franchement ça renforce encore plus l'histoire. Donc ça, c'est cool. C'est vrai, je suis comme toi en fait, je suis la première fois que j'ai vu du Alex Ross, je suis resté bloqué pendant un petit moment, devant la beauté de l'œuvre et c'est aussi effectivement un élément, la volonté d'avoir du réalisme dans l'œuvre est aussi un élément qu'on retrouve dans Kingdom Come où l'histoire suit certes des personnages, plus âgés, mais également un humain, tout ce qu'il y a de plus normal, qui prend part aux événements, en tant qu'observateur, sans forcément le vouloir, et donc on a ce côté réel qui est intéressant, dans Kingdom Come. Et donc voilà, ce sont par ces mots qu'on clôture notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que ces sujets vous auront intéressé, vous auront plu. N'hésitez pas surtout à donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez vous le permet. D'ailleurs, l'une des plateformes qui vous permet de faire vos commentaires et de proposer des sujets pour la prochaine fois, c'est via notre Patreon, sur lequel on propose 3 types d'abonnements et donc dans une des 3 formules d'abonnement, vous pouvez donner votre avis. Mais alors toutes les formules d'abonnement donnent aussi accès à l'entièreté des articles de notre site, c'est quand même plus de 20 articles par mois et alors vous choisissez vraiment l'abonnement qui vous plaît, mais qu'est-ce que vous attendez pour être abonné, quoi? Hey, qu'est-ce que vous attendez? Voyons. Qu'est-ce que vous attendez? Et c'est vrai que ce sont des articles de qualité et donc ça vaut son poids en cacahuètes. Enfin, en tout cas, nous avons, en tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à la prochaine. À bientôt, ciao, ciao.